BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdedaïm, notre globetrotter, et Marjorie Adelson, notre bibliothécaire du jour. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Animateur depuis toujours de la rubrique livre, non depuis toujours j'exagère, de la rubrique livre d'Alternative économique. Il a tout lu, Christian Chavagneux. Jean-Marc Daniel, il a lu beaucoup aussi, puisqu'il est notamment le critique attitré de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président, après avoir été, vous êtes toujours professeur émérite à l'ESCP, voilà. Business School. Alors, par quel livre on commence, les amis? On va tout dire à nos téléspectateurs. La semaine dernière, quand vous avez choisi les livres pour cette semaine, Christian a dit « Jean-Marc, ton choix, c'est nul ». Et Jean-Marc a dit à Christian, ton choix, c'est pas de l'économie. Donc, je sais pas. Allez, on commence par votre choix, Christian Chavagneux. Une brève histoire du droit d'auteur par Jean-Baptiste Rendu et Richard Robert chez Flammarion. Il ne faut pas tout dire sur ce qu'on dit. Mais si, c'est intéressant de faire partager. Mais si, bien sûr que si. Et puis on va vérifier si on et on va voir. Et en gros, est-ce que Christian va vraiment penser que le choix de Jean-Marc était pas bon? Et est-ce que Jean-Marc a changé d'avis sur le choix de Christian? Donc, une brève histoire du droit d'auteur, tout est dans le titre. C'est un livre, déjà, il faut se souligner que c'est un livre illustré, qui est assez joli. C'est ce qu'on appellerait un beau livre. Oui, c'est presque un beau livre, parce que c'est juste illustration texte. Les illustrations ne sont pas toujours à propos, on se demande quelques-unes de ce qu'elles viennent faire là. En tout cas, c'est plaisant à regarder. Et donc, ça nous propose une brève histoire du droit d'auteur. On pourrait commencer au Moyen-Âge, par exemple. Au Moyen-Âge, n'importe quelle œuvre artistique vient de Dieu. Donc, le seul auteur possible, c'est Dieu. Et en plus, on est dans l'oralité. Et l'oralité, ça s'appuie sur le monde qui a autour, les autres histoires. Donc, une histoire n'appartient à personne. Qu'est-ce qui va tout changer? L'imprimerie, bien sûr. À partir du moment où on peut écrire, où on peut reproduire, c'est d'abord les imprimeurs qui vont avoir le privilège du droit d'auteur. Et dès François Ier, il y a la nécessité d'une sorte de dépôt légal. Non pas que le roi veut s'assurer qu'il ait toute sa bibliothèque bien remplie, mais il veut bien sûr contrôler ce qui est imprimé pour voir s'il n'y a pas trop de choses qui sont désagréables pour lui. Donc on va passer de siècle en siècle avec tous les grands débats du droit d'auteur. Donc j'en prends quelques-uns au hasard. Au XVIIIe siècle, c'est tous les grands auteurs qui vont se battre pour avoir le droit, d'avoir la reconnaissance. Ce sont eux qui ont le droit d'avoir quelque chose. Donc ça va finir avec une loi sous la Révolution française. Au 19e siècle, on va avoir des batailles d'économistes. Walras qui dit non mais une œuvre artistique c'est quelque chose qui doit être laissé au grand public de manière générale. Et Frédéric Bastiat qui dit non, attendez, c'est de la propriété sur quelque chose, c'est comme le reste de la propriété privée, ça doit être protégé. Donc des batailles d'économistes. Pourquoi des batailles? Parce que les techniques de reproduction se sont développées et il y a une bourgeoisie, une classe moyenne qui se développe, qui achète ces œuvres d'art, qui achète ces bouquins. Donc il y a un gros marché qui va récupérer la main de ce marché. C'est là qu'on commence à avoir des auteurs payés au pourcentage des ventes. 20e siècle, alors là, il se passe plein de choses. On se retrouve avec Millet qui peint l'Angélus, qui vend ça à un architecte, qui revend ça à quelqu'un, qui vend ça au musée national. Le prix a été multiplié par 400. Pendant ce temps-là, la famille de Millet est dans la misère. Est-ce qu'on a le droit de mettre en place un droit de suite? Donc c'est les débuts du droit de suite, c'est les débuts de la socialisation aussi. Oui, un artiste, il a le droit à une sécurité sociale un peu particulière et il a le droit aussi à être pris en compte, ses intérêts sont pris en compte par des sociétés d'auteurs, parce que quand quelqu'un va reproduire votre affiche au fin fond de la France, vous ne pouvez pas être partout pour savoir, voilà, etc. On va jusqu'au 21e siècle, les GAFA qui utilisent ce que publient les journaux, les bouquins, et l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le développement du droit voisin. Bref, on se fait siècle après siècle tous les grands moments de révolution technologique, en fait, qui vont impulser des révolutions dans le droit d'auteur. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des luttes, que ces droits d'auteur ont pu être développés. Alors Jean-Marc Daniel, qu'avez-vous pensé de cette brève histoire du droit d'auteur? Alors sur la forme, effectivement, c'est un bel objet. C'est assez curieux d'ailleurs, puisque le thème, encore une fois, c'est du droit, essentiellement l'évolution des textes juridiques. Et en face, il y a tout un tas d'illustrations. Donc Christian l'a dit, il y a des fois, on se demande ce que ça fait là. Il y a des reproductions de tableaux de Chardin, en disant que c'était un personnage très important dans le monde artistique du XVIIIe siècle. Mais enfin bon. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant... Votre monde. Oui, exactement. Donc tout de suite, Chardin, Beaumarchais, c'est la partie où je vibrais, c'est la partie où j'étais ému. Mais après, effectivement, on passe au 19e puis au 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que montrent bien les auteurs, ou l'auteur d'ailleurs, c'est le fait qu'au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie évolue, la notion d'art, de production artistique, de production d'œuvres évolue. On a parlé du Moyen-Âge où c'était essentiellement des productions quasiment, et Christian l'a dit, orales. Il y avait très peu de parchemin. Il commence même à l'époque romaine, et où il dit le
le plagiat. Le mot plagiat, c'est purement simplement du vol, mais on a volé un texte, mais on en reste là, quoi. Il n'y a pas de véritable préoccupation parce qu'il n'y a pas de vrais enjeux. Et il explique bien que pendant très longtemps, de toute façon, l'auteur, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. Personne ne sait lire, personne ne sait écrire, il y a quelques individus, donc l'auteur, on sait qui c'est. Donc forcément, il est protégé. Et puis après, on arrive à des périodes où alors il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a le cinéma, il y a le théâtre. Oui. Alors la partie sur Beaumarchais, effectivement, est à la fois intéressante, assez connue. C'est lui qui est à l'origine de la Société des auteurs, mais tout ça est assez bien raconté. Mais à la fin, ça devient quand même assez confus. Il y a des analyses des textes, des différents textes, de la loi de 57, de la loi. Bon. Et il faut véritablement être passionné par la matière juridique pour s'impliquer. Donc, c'est un beau livre avec un beau passage sur le XVIIIe siècle. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs, sur le XVIIIe siècle. Ça nous éclaire un peu sur ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Pas vraiment. Non, ça lève les enjeux, mais ça ne dit pas quelles sont les solutions. Pas vraiment. Juste que la bataille n'est pas terminée. Exactement, oui. Alors, juste une dernière remarque. À un moment donné, il parle de Vigny qui défend la fille de Michel Sedaine pour ses droits d'auteur. Et donc, Vigny dit, vous vous rendez compte, quand on est la fille d'un tel écrivain, d'un tel auteur dramatique, on a des droits. Qui c'est qui est encore Michel Sedaine? Quel droit ça crée, effectivement, d'être le descendant d'un certain nombre d'auteurs? Donc, il y a aussi des choses qui meurent d'elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Mais il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité du prix. Christian le dit, quand une œuvre vaut 400 fois plus cher. Oui, ça c'est une œuvre picturale, mais le théâtre de Michel Sedaine, maintenant... aux héritiers de faire valoir leur droit. Oui, il y a des droits qui meurent d'eux-mêmes. En fait, il n'y a pas que la loi. Ce que montre le texte aussi, c'est qu'il n'y a pas que la loi, quand même. Allez, on passe à votre choix. Jean-Marc Daniel, le livre de notre confrère Christophe Barbier, Peuple de colère, aux éditions Fayard. Peuple de colère, donc aux éditions Fayard, peuple au singulier et colère au pluriel. Alors, le peuple en question, c'est la France, c'est le peuple français. Ce que dit bien d'ailleurs Christophe Barbier au début, c'est que dans tous les pays, il y a eu des révoltes, il y a eu des émeutes, il y a eu des mouvements d'insurrection, mais en France, il y a une sorte de permanence. C'est-à-dire, il y a des périodes extrêmement tendues en Angleterre, en Allemagne. En France, c'est pratiquement tout le temps. Et alors, il essaie de décrire ça sous forme de colère. Il dit quelles sont les origines de ces colères. Et d'abord, sur la forme, c'est remarquablement bien écrit. C'est-à-dire, c'est dans un français très pur. Il n'y a pas d'impacté. On est concerné, on n'est pas impacté. Les problèmes sont intérieurs, ils ne sont pas domestiques. Les solutions sont accessibles et pas atteignables. Enfin, c'est dans du français. Et donc là, je trouve ça extrêmement agréable. Bon, allez, et ensuite, le deuxième point, c'est qu'il évoque énormément d'événements qu'il essaie de classer. Il y a des révoltes fiscales, il y a des révoltes plus politiques, il y a des révoltes qui sont liées autour des paysans, les Jacques et tout ça. Donc, il fait une sorte de liste. C'est un peu une avalanche. On en reçoit beaucoup sur la tête. Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion qu'il en tire. C'est-à-dire, il en tire une conclusion en disant d'abord que ça a assez peu débouché sur la révolte, a assez peu débouché sur des révolutions. Et même quand elle est arrivée à une révolution, comme en 1789 ou en 1848, à la fin, ça se termine par Thermidor puis Bonaparte en 1789, par Cavaignac puis de nouveau Bonaparte en 1851. Et donc, il dit finalement, le révolté est plutôt assez perdant. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que le révolté était violemment réprimé autrefois et on s'est civilisé maintenant le révolté, même si on a dénoncé la façon dont avait été traité le mouvement des Gilets jaunes. Il dit ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait sous Charles VI ou à l'époque la révolte des Luce du Cru ou des Pitot. Puis la troisième conclusion, ce qu'il dit, c'est que finalement la révolte, elle est noyée dans l'État-providence et Netflix, c'est-à-dire que et dans la société de loisirs. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des révoltes, mais elles seront de plus en plus anodine, de plus en plus. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer cette colère, mais ça veut dire que finalement, c'est un peu ritualisé, c'est pas aussi inquiétant que ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire. Alors, c'est un livre très agréable à lire. C'est un livre qui aurait peut-être mérité, à mon avis, d'être aller un peu plus loin dans un certain nombre de détails ou dans un certain nombre de propositions. Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de ce livre? Il faudra expliquer à Gabriel Attal que les révoltes des agriculteurs, il n'a pas besoin, c'est tout à fait anodin et qu'il peut regarder sa série Netflix. Ce sera intéressant que Christian Barbier lui explique. Déjà, il y a pas mal de trous dans la raquette. Et les révoltes contre l'esclavage du XVIIIe siècle et contre les puissances coloniales au XXe, mais elles ont marché, celles-là, tiens. Ça, c'est bizarre, mais il n'en parle pas, mais celles-là, elles ont marché. Les révoltes des jeunes contre la conscription sous l'Ancien Régime. Et mai 68. Quand même, dans les peuples de colère, mai 68, c'est un petit peu quand même, on aurait cru qu'on allait avoir un peu plus de temps pour mai 68. Jean-Marc l'a bien dit, l'auteur commence par nous dire pourquoi est-ce qu'il fait un livre sur les révoltes, parce que c'est dans l'ADN national.
Ah bon, parce que dans les autres pays, il n'y a pas de révolte. Bah si, 20 pages plus loin, il nous dit oui, dans les autres pays. Mais la France est très particulière parce qu'il y a des révoltes souvent. Dans les autres pays, il n'y a pas des révoltes souvent. Jean-Marc? Bah oui, comme vous dites, il faudra au moins qu'il nous... C'est ça, exactement. C'est une belle phrase, mais il faudra au moins qu'il nous le démontre. En 1848, il n'y a pas qu'en France que ça a explosé. Bon, mais il n'y a pas qu'en 1848. Et en 1789, et voilà, donc est-ce que la continuité, je pense qu'il y en a aussi ailleurs. Donc, ce n'est pas typiquement français. Mais passons, regardons ce que l'auteur nous dit sur la révolte. Là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est quand il nous raconte certaines révoltes sur l'historique, c'est quand même une superbe plume. On est plongé dans les histoires et puis on suit l'histoire. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une phrase comme quoi en France, il y a trop de congés payés, les 35 heures, c'est pas bien. Vous demandez ce que ça vient faire là. C'est dommage qu'il y ait ces petites ces phrases où l'auteur croit nous tirer des grandes leçons générales alors qu'il se serait contenté de nous dire je vais vous raconter, j'ai une belle plume, je vais vous raconter plein de révoltes françaises, à vous d'en tirer les conclusions parce que là, franchement, les révoltes contre les impôts, par exemple, c'est un grand classique. On a l'impression que c'est des révoltes contre le niveau des impôts, mais c'est aussi des révoltes contre l'injustice fiscale. Quand l'auteur nous dit Louis XIV, il faisait payer ses rayons par ses sujets. Ben non, le problème c'est que tous les sujets ne payaient pas, et c'est les plus privilégiés qui ne les payaient pas. Donc les révoltes, c'est aussi les révoltes contre l'injustice fiscale, les révoltes contre la gabelle, mais c'est pas seulement le roi contre les producteurs de sel ou ceux qui vendaient le sel. Entre deux, il y avait des fermiers généraux qui détournaient un peu. C'est de manière étonnante. Jean-Marc n'a pas insisté sur le chapitre qui nous parle de Turgot, qui nous explique que la libéralisation du prix du blé a créé de la spéculation, d'augmentation des prix et donc des famines, et que c'est de là, nous dit l'auteur, que vient que les Français sont anticapitalistes et n'aiment pas les économistes. Déjà, les Français sont anticapitalistes, il faudrait le démontrer. C'est pas les deux sondages de la Croix qui sont cités qui permettent de le dire. Et je pense que Jean-Marc a bien apprécié le fait que c'est de là que dans notre conscience collective de bons Français vient du fait que nous n'aimons pas le libre-échange et les économistes. Vous parlez des trous dans la raquette, Christian, mais en fait, moi j'avais l'impression qu'il avait pris le problème un peu à l'envers. Au contraire, c'est qu'en fait, il nous racontait des révoltes dont il avait l'impression que ça résonnait un peu avec quelques événements récents qu'on a pu vivre en France. Genre les gilets jaunes. Il y a des clins d'œil. Oui, il y a des moments où il dit effectivement la révolte, c'est donc pour les bonnets rouges. Il parle effectivement de la révolte des bonnets rouges, 1675. Et puis après, il y a les Ségolène Royal, les portiques et tout ça. Mais non, c'est pas connecté immédiatement à l'actualité. Merci beaucoup, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire qui nous retrace l'histoire des métropoles.